Mais tout de suite, je voudrais laisser la parole à celui qui a voulu ce colloque, le président du comité scientifique, avec tout le comité scientifique derrière lui. C'est Michel Hamon. Est-ce que vous voulez bien l'accueillir, s'il vous plaît ? Merci beaucoup Paul de Brême et bienvenue à vous tous. Évidemment c'est un plaisir de vous présenter un petit peu l'état des lieux en matière de recherche aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été fait, où on en est et où on va. Et il y a effectivement des espoirs. Je pense que la discussion entre le point d'interrogation et le point d'exclamation va aller davantage, à mon avis, soyons patients, mais va aller davantage vers le point d'exclamation. Alors, si j'y arrive. C'est bon, non ? J'y arrive. Ça devrait démarrer, là. Ça devrait démarrer, non ? Alors, vous cliquez, voilà. Voilà, je clique, voilà. Ah ben là, c'est trop tard. Bon. Voilà. C'est vous, ça ? Donc, c'est passé, voilà. Bon, je pense que tous ici connaissaient l'UNAFAM. Moi, j'y suis depuis 1 an et je dois dire que plus ça va et plus je suis enthousiaste de l'activité de l'UNAFAM, avec en particulier la journée hier où beaucoup d'entre nous étaient. Donc pour l'arrivée de Psycyclette, il y avait une atmosphère absolument incroyable, une envie de faire des choses et il y a effectivement de gros besoins. Donc que fait l'UNAFAM aujourd'hui ? C'est illustré sur cette diapositive de manière très brève. Mais, donc, comme l'a déjà rappelé Paul de Brême, c'est effectivement 14 000 adhérents. C'est bien sûr la plus grosse association de soutien aux familles qui ont malheureusement un patient, une personne qui souffre de troubles psychiques. C'est énormément d'interventions, par centaines, par milliers, donc pour des aides sociales, des aides cliniques, des aides au plan juridique, des soutiens téléphoniques, en direct, etc., etc. Donc il y a effectivement un besoin majeur que l'UNAFAM soit présente et son bilan depuis 50 ans, depuis un peu plus de 50 ans que l'UNAFAM existe, est absolument très très positif. Plus que ça, je veux dire enthousiasmant. C'est la raison pour laquelle effectivement moi je m'implique depuis 1 an, mais encore plus, je dirais, dans l'activité de la femme, il y a un besoin énorme. Pourquoi le besoin ? Parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui ne vont pas encore en matière de santé psychique en France, avec quelques chiffres qui sont illustrés ici, mais qui seront développés bien davantage par l'intervenant suivant, donc Frédéric Rouillon. À savoir que, effectivement, ce sont des pathologies, ce sont des handicaps, des problèmes majeurs, donc qui vont concerner énormément de personnes parmi nous, donc avec évidemment des conséquences qui peuvent être dramatiques. C'est la première cause de handicap. On est en France, mais la situation est à peu près la même pour tous les pays développés, et en particulier en Europe. Et pourquoi on est loin d'être satisfait ? Parce que vous voyez qu'effectivement, il y a relativement peu de handicapés psychiques qui peuvent s'intégrer et avoir une activité socio-professionnelle satisfaisante. Donc il y a énormément à faire. Il y a aussi des problèmes de diagnostic, de retard de diagnostic qui font que la prise en charge est souvent décalée, avec effectivement des dégâts qui interviennent avec une mortalité prématurée. Donc il y a énormément de choses à faire. Et merci l'UNAFAM pour effectivement toutes les implications et toutes les actions extrêmement positives pour améliorer la santé psychique de manière générale en France. Pourtant, il y a effectivement des traitements. On a beaucoup progressé en matière de prise en charge de la maladie psychique. Il y a les médicaments. Les médicaments, c'est en particulier les antidépresseurs, les antipsychotiques, anxiolytiques, etc., etc. Et tout ça, donne des résultats absolument spectaculaires, puisque l'arrivée des psychotropes donc à visée médicale s'est traduite par une véritable révolution dans la prise en charge des personnes souffrant de maladies psychiques. Ça, c'est une courbe qui vous illustre donc les personnes hospitalisées, le nombre de personnes hospitalisées en fonction des années depuis le début du siècle dernier jusqu'à la fin du siècle. Vous voyez, avec cette rupture ici, aux alentours des années 50, avec une diminution drastique, spectaculaire,
du nombre de personnes hospitalisées. Ça veut dire que l'asile psychiatrique, les aliénés, etc., tout ça a disparu grâce à l'arrivée des médicaments. Eh bien, ça remonte aux années 50 avec ces personnalités qui ont joué un rôle majeur dans l'évolution de la prise en charge des malades psychiques. C'est Henri Laborie, tout d'abord. Henri Laborie, c'était un chirurgien de la marine qui se préoccupait beaucoup de la qualité des patients, essayer de réduire au maximum le stress, l'angoisse au moment et après, les douleurs, etc., en relation avec une intervention chirurgicale. Eh bien, il a contacté à l'époque les laboratoires Rhône-Poulenc pour disposer d'un certain nombre de produits susceptibles effectivement d'améliorer le bien-être, entre guillemets, parce que quand on subit une intervention chirurgicale, on ne peut pas parler vraiment de bien-être, mais en tout cas améliorer les choses pour ces patients. Et il a, dans ces produits, qui étaient tous des antihistaminiques, il a mis le doigt sur un produit qui s'appelle la chlorpromazine, que vous connaissez bien sûr, et qui a été testé ensuite à Sainte-Anne par Pierre Deniker et Jean Delay. Et c'est grâce à eux, finalement, que tout a démarré, avec la mise en évidence très claire, donc un effet bénéfique majeur chez des grands handicapés psychiques, donc en particulier des psychotiques, des schizophrènes, et avec même le retour, donc une stabilisation de leur état avec une amélioration et le permettre le retour à une activité socio-professionnelle satisfaisante. Donc c'était vraiment le point de départ et le résultat effectivement de l'élimination au maximum de la plupart des asiles psychiatriques qui étaient en très grand nombre encore jusqu'au début des années 50. Eh bien, ils ont eu le prix Lasker, c'est le prix Nobel américain en 1957, et malheureusement, ils n'ont pas eu le prix Nobel alors qu'ils le méritaient largement parce que ça a été une révolution réellement dans la prise en charge des maladies psychiques, des handicapés psychiques avec eux. Le deuxième nom que j'aimerais présenter, c'est Arvid Carlsson. Arvid Carlsson, c'est donc un chercheur suédois qui a eu le prix Nobel en 2000 pour des travaux qui ont démarré en réalité une dizaine d'années après la découverte de la chlorpromazine. C'est le groupe d'Arvid Carlsson qui a découvert le mécanisme d'action de la chlorpromazine. Et donc c'est en fait grâce à lui que la recherche a véritablement démarré avec une amélioration tout à fait spectaculaire dans, d'une part, la multiplication des médicaments, l'amélioration de la qualité de ces médicaments, de leur efficacité, etc. Et avec le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui les neurosciences. C'est l'un des fondateurs, en quelque sorte, des recherches en neurosciences dont on connaît les développements spectaculaires aujourd'hui. Alors les neurosciences, ça veut dire qu'on va s'intéresser au cerveau, au fonctionnement du cerveau, avec les molécules qui sont actives dans le cerveau, les neuromédiateurs. La sérotonine, tout le monde a entendu parler de sérotonine. À chaque fois qu'il est question de dépression, on parle de sérotonine. C'est l'un des neuromédiateurs majeurs du cerveau. Si on s'intéresse à la schizophrénie ou les troubles psychotiques, eh bien on va parler beaucoup de dopamine. On parle de noradrénaline, d'acétylcholine, de GABA, de glutamate, etc. En fait, il y en a des dizaines et des dizaines de ces molécules, mais celles-ci sont les plus concernées par les altérations du fonctionnement cérébral en relation avec la maladie psychique. Alors, les molécules sont inscrites ici. On peut les visualiser directement dans le cerveau. Et on a des images comme ça qui sont absolument magnifiques. Bon, c'est évidemment, avec la lumière, on ne voit pas grand-chose, mais je peux vous garantir que ces images d'issofluorescence sont absolument spectaculaires, où on voit des fibres nerveuses, on voit les corps cellulaires des neurones, on voit les fibres, et on peut, évidemment, par des fausses couleurs, repérer différents types de neurones en fonction de le neuromédiateur. Donc si c'est la dopamine, si c'est la sérotonine, et montrer un petit peu toutes les connexions, les circuits neuronaux identifiés grâce à leur neuromédiateur. Eh bien, ce qu'a fait Arvid Carlsson, c'est de s'intéresser donc au contact entre ces neurones, ce qu'on appelle la synapse, la zone de la synapse, avec ici une fibre nerveuse qui va se terminer par un bouton qui possède donc des vésicules dans lesquelles se trouve le neuromédiateur. Lorsque la fibre est excitée, donc évidemment dans le cerveau, et les fibres sont constamment excitées, il y a un message qui arrive ici qui fait libérer le neuromédiateur et qui vient agir sur le neurone en aval
pour que le message passe. Et c'est comme ça qu'effectivement le cerveau fonctionne, grâce à ces molécules qui permettent l'établissement de contacts, de jonctions fonctionnelles entre différents types de neurones. Et évidemment, il s'agit de centaines de milliards de neurones en interaction aussi avec d'autres types de cellules, les gliales, etc. etc. Donc tout ça, évidemment, très compliqué. Mais ce qu'a montré Carlson, eh bien, c'est que la chlorpromazine agissait en bloquant l'action de la dopamine. La dopamine est libérée dans des zones bien précises du cerveau. Eh bien, lorsque on prend de la chlorpromazine vient se fixer au niveau de ces récepteurs, de telle sorte que la dopamine ne peut plus fonctionner. Eh bien, ça a été le point de départ des hypothèses concernant la physiopathologie de la schizophrénie. Et la première hypothèse, ça a été effectivement qu'il y avait trop de dopamine, ça fonctionnait trop. Et avec la chlorpromazine, donc en bloquant au moins une partie des récepteurs, on parvenait à rétablir en quelque sorte un niveau d'activité avec la dopamine convenable, donc compatible avec la disparition, une diminution tout à fait significative des symptômes correspondant à la maladie psychique. Alors ça date des années 60, on a compris ça. Et puis depuis, bien sûr, la recherche continue, parce que compte tenu de la révolution qu'a représenté le développement des médicaments psychotropes, eh bien l'industrie, en relation avec les laboratoires de neurosciences, se sont penchés sur une amélioration en termes d'efficacité, de tolérabilité de ces médicaments. Et voilà un petit peu un schéma, une image qui montre l'évolution, où on a ici indiqué en jaune tout ce qui correspond aux cases jaunes, c'est les effets secondaires. Les effets secondaires, avec ces produits, évidemment, sont loin d'être négligeables. On les connaît, donc les mouvements anormaux, prise de poids, troubles métaboliques, etc. Tout ça est évidemment extrêmement complexe et difficilement supporté, souvent. Eh bien, avec les premières molécules, la chlorpromazine est là, effectivement, on avait toutes ces cases jaunes remplies, signifiant des effets secondaires donc difficilement supportables, très nombreux et rendant la vie finalement difficile pour les patients. Vous voyez qu'avec les nouveaux produits, on a en quelque sorte une échelle de temps, avec les produits les plus récents, eh bien, les cases jaunes disparaissent. Ça veut dire qu'on a effectivement une amélioration tout à fait spectaculaire de la tolérabilité de ces produits, tout en gardant l'efficacité. Ça ne veut pas dire que effectivement, c'est encore la panacée. Loin de là, il y a encore des effets secondaires bien connus. Et donc, il faut poursuivre évidemment la recherche dans ce sens pour améliorer encore la qualité de ces médicaments. Deuxième élément de progrès en ce qui concerne donc les médicaments psychotropes, eh bien, c'est le développement des produits retards, et notamment dans le domaine des antipsychotiques, avec cet antipsychotique de nouvelle génération qui existe déjà sous forme retard avec une seule prise par mois. Eh bien, il y a maintenant une nouvelle, l'AMM vient d'être attribuée à une nouvelle forme où là, c'est une prise tous les 3 mois, c'est-à-dire qu'avec 4 prises, on va avoir une stabilisation finalement des symptômes, une réduction stable des symptômes chez le patient. Donc, cette recherche en matière de psychotropes avance avec des résultats tout à fait spectaculaires. Pour le moment, où j'en suis dans ce que je vous présente, eh bien, on a parlé du cerveau, on a parlé des neuromédiateurs, c'est à ce niveau-là qu'agissent les psychotropes. Eh bien, on ne va pas s'arrêter, évidemment, avec les psychotropes pour essayer d'améliorer le fonctionnement cérébral et réduire les dysfonctionnements associés à la pathologie. On peut intervenir maintenant avec d'autres approches thérapeutiques. Bien sûr, il existe toujours les électrochocs, et les électrochocs sont indispensables lorsque, effectivement, la réponse aux médicaments n'est pas satisfaisante ou quasi inexistante. Et puis, il y a de nouveaux développements avec la stimulation donc des méthodes non invasives, donc transcrâniennes, avec des applications de champs magnétiques, de champs électriques, où là, il y a effectivement des résultats qui sont extrêmement prometteurs, qui laissent à penser qu'en association avec les médicaments, eh bien, on va avoir une amélioration significative donc, de la qualité de vie grâce à une réduction encore plus forte, encore plus nette des symptômes caractéristiques des maladies psychiques. Le cerveau, comme c'est écrit là, ce n'est pas uniquement un organe, bien sûr. L'organe, on agit avec des médicaments sur l'organe, on va agir avec différentes approches sur l'organe. Le cerveau, c'est bien sûr l'organe de la communication, c'est la réception, c'est l'intégration du message,
c'est la décision d'une action, le passage à l'acte, etc., etc. Donc ça veut dire qu'évidemment, on va avoir les possibilités d'agir sur l'individu, donc sur son fonctionnement cérébral, par toutes les thérapies, donc les psychothérapies, au-delà des psychothérapies, donc les développements actuels, thérapie cognitivo-comportementale, remédiation cognitive, etc. Donc ça aussi, c'est un domaine qui avance à grande vitesse aujourd'hui, avec des résultats qui sont indiscutables. Et quand on veut prendre en charge réellement une pathologie, eh bien, il s'agit d'agir à la fois sur l'organe et aussi sur la personne par la communication, avec l'implication aussi bien des sciences biomédicales que des sciences humaines et sociales. Donc ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui et on peut émettre de grands espoirs en matière d'amélioration donc, de la qualité de vie de ces patients. Néanmoins, la recherche jusqu'à présent eh bien, est intervenue ou concerne finalement le handicap une fois qu'il est installé. Pour repérer une maladie psychique, il faut un diagnostic. Et donc, il y a effectivement des méthodes très élaborées. Ça, c'est un manuel donc, qui a été élaboré il y a 2 ans, donc, qui est déjà développé depuis des années, mais la nouvelle version donc, date de 2 ans. Et donc, on a vu qu'avec cet outil diagnostic, eh bien, le diagnostic, de temps en temps, pouvait être très retardé, avec plusieurs années. L'élément aussi, c'est que de temps en temps, du fait de ce retard, eh bien, la prise en charge n'était loin d'être satisfaisante. Et donc, ça ne suffit pas. Bien sûr, on ne peut pas agir uniquement sur les symptômes. L'idéal, c'est de prévenir tout ça et d'intervenir sur les causes des handicaps psychiques, de la maladie psychique. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et je dirais que les ouvertures les plus prometteuses, qui vont peut-être dans le sens d'une révolution, là aussi, dans la nouvelle façon de traiter ou de prévenir le handicap psychique, c'est en s'intéressant aux causes. Eh bien, il y a énormément de données qui montrent que toutes ces pathologies sont en fait des pathologies du développement. Donc ça fait que ça concerne la construction du cerveau, les premières années de vie où le cerveau donc, se met en place. Et ça dure un certain temps puisque le cerveau n'est mature, on considère qu'il est mature, en particulier avec les structures antérieures du cerveau, le cortex frontal, seulement vers l'âge de 20-22 ans. Donc jusque-là, eh bien, c'est relativement fragile. Quand on prend une construction, à titre d'exemple, ici, c'est la construction d'une maison. Eh bien, on a un plan d'architecte, on a des matériaux, et puis on a des professionnels qui interviennent pour les murs, charpentes, etc., etc. Si tout ça se passe dans les conditions optimales, il fait beau, le béton prend dans les bonnes conditions, la charpente est en bon état, etc., etc., eh bien on va avoir une maison saine qui va durer très longtemps et tout le monde sera ravi. Mais si, malgré effectivement tous ces éléments qui sont les mêmes au départ, eh bien on va travailler dans des conditions climatiques délétères, il va faire trop froid avec le gel, etc., etc. Le béton va mal prendre, le toit va être en mauvais état, et le résultat, c'est que vous aurez une maison, mais la maison ne sera pas en bon état, la maison sera fragile. Eh bien, si on prend la construction du cerveau, c'est la même chose en réalité, avec évidemment des éléments différents. On part du gène, le gène va permettre la synthèse de protéines, les protéines vont constituer les cellules, les organes. Eh bien, si tout ça se passe dans les conditions optimales, on va avoir un cerveau sain, et tant mieux, parce que les capacités émotionnelles, cognitives, etc., vont être optimales. Mais si intervient pendant tout ce processus, donc depuis la conception, avec la prime enfance, etc., l'adolescence, intervient des éléments délétères, donc des événements délétères, type infection, des stress, des maltraitances, différentes formes d'agression, eh bien, on va avoir un cerveau, certes, mais le cerveau va être fragilisé, le cerveau va être malade. Eh bien, c'est maintenant ça, c'est ce type d'hypothèse, c'est plus une hypothèse, on a des éléments évidemment très concrets qui montrent que, effectivement, la prise en charge de tout ce qui se passe pendant les premières années de la vie est absolument majeure. Eh bien, ce type de recherche se conduit à ce qu'on appelle la recherche de biomarqueurs. La biomarqueur qui permettrait de repérer le plus tôt possible les risques, finalement, de dégradation du fonctionnement du cerveau, avec la démonstration qu'une fragilité est présente, il s'est passé des choses graves, gênantes, délétères au cours du développement. Ce dont je viens de vous parler, c'est l'épigénétique. L'épigénétique, c'est interaction gène-environnement. Donc on a les gènes qui permettent, où tout le plan de la construction du cerveau est là,
Mais si ça se passe dans un environnement délétère, eh bien effectivement, on va aboutir à un cerveau fragilisé. Donc l'épigénétique, bien évidemment, il y a toute une technique et on aura au cours des exposés qui suivent quelques explications de ce qu'est réellement l'épigénétique. Les gènes, bien j'en ai parlé parce que les gènes, effectivement, on peut être altérés, on a des mutations et les mutations peuvent conduire à une fragilité, une vulnérabilité par rapport au handicap psychique. Et puis évidemment le développement majeur en neurosciences avec la visualisation directement de ce qui se passe dans le cerveau avec les techniques de neuroimagerie, et puis les dosages au niveau des liquides céphalorachidien, sanguin, etc., etc. Donc il y a énormément de choses qui se font en ce moment pour essayer de comprendre, de repérer le plus tôt possible qu'est-ce qui ne va pas dans le cerveau lorsque, effectivement, un handicap risque d'apparaître. La neuroimagerie, c'est multiple et chez l'individu, le sujet vivant, dans certains types d'appareils, on peut visualiser directement les structures cérébrales. On va repérer le fonctionnement de ces structures cérébrales, leur niveau d'activité. Donc, on peut repérer aussi directement les neuromédiateurs ou les récepteurs des neuromédiateurs. Donc, on a une étude extrêmement approfondie actuellement de ce qui se passe dans le cerveau chez le sujet vivant. Donc, ce n'est pas du tout invasif. Donc, des choses qui permettent des espoirs très grands. Et parmi ces espoirs, eh bien, un exemple parmi des centaines, c'est l'étude d'un type cellulaire particulier dans le cerveau qu'on appelle la microglie. La microglie, ce sont des cellules qui réagissent en cas d'inflammation. Elles modifient leur activité, elles deviennent activées. Eh bien, grâce à la neuroimagerie, on peut visualiser directement ces cellules activées dans le cerveau. Et ça a été fait chez des jeunes schizophrènes. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate ici par rapport à un sujet sain, ici le sujet schizophrène, eh bien on voit cette activation microgliale beaucoup plus élevée que dans les conditions saines. Et si on prend maintenant un sujet à risque, donc il n'est pas du tout schizophrène, mais des petits troubles comportementaux, et qu'est-ce qui a été repéré? Eh bien, on a repéré effectivement un début de ce type d'inflammation. Donc ça, c'est pris très très tôt. Et plus on prend tôt, avec... on a des éléments cliniques pour le dire, mais aussi les modèles des animaux qui montrent qu'on peut réverser, on peut prévenir effectivement la transition depuis les troubles légers vers la vraie maladie psychique. L'inflammation, maintenant, on sait que finalement ça concerne l'ensemble de l'organisme, au travers en particulier d'interactions avec ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Vous avez tous entendu parler du microbiote intestinal. Il y a des livres qui sont des best-sellers, on en parle dans la presse constamment, dans les médias, etc. etc. Eh bien, l'état du microbiote, ici le microbiote, c'est l'ensemble de la microflore intestinale. Donc, ce sont des bactéries, des virus, des champignons, des levures, etc., etc. Eh bien, l'intestin, finalement, n'est protégé ou n'est séparé du reste du corps que par un épithélium extrêmement léger et fragile. Et dès qu'il y a une petite atteinte au niveau de cet épithélium, eh bien, on peut avoir des risques d'inflammation. L'inflammation qui va se traduire par des molécules qu'on va retrouver dans la circulation, donc en particulier les cytokines. Ces cytokines peuvent agir au niveau cérébral, donc de manière indirecte, arriver au niveau de la barrière hémato-encéphalique et déclencher la réaction inflammatoire. Et on peut aussi, via des connexions nerveuses entre l'intestin et le cerveau, moduler toutes ces réactions inflammatoires. Donc maintenant, on a pris conscience qu'effectivement, le cerveau, l'état inflammatoire du cerveau qu'on a vu dans le cas de certaines pathologies, notamment la schizophrénie et puis le risque de passer de la transition vers la schizophrénie, eh bien ceci s'inscrit finalement dans un état global du sujet qui implique notamment les processus inflammatoires. Eh bien, on revient à ce qu'on connaît déjà depuis très longtemps, les comorbidités. Comorbidité, ça veut dire que lorsqu'on a un problème au niveau cérébral, eh bien, associé à cela, on a des risques accrus en termes de pathologie cardiovasculaire, infarctus, hypertension, donc en particulier chez les grands déprimés, il y a la prévalence de ces pathologies est extrêmement élevée. Le syndrome métabolique, c'est aussi très très présent, en rapport notamment avec le système gastro-entérique, donc ce qui se passe au niveau de l'intestin et l'inflammation. Donc ça veut dire que si on s'intéresse à la pathologie psychique, on doit s'intéresser au sujet dans son entier
par rapport au corps, c'est-à-dire le cerveau, le corps, toutes les fonctions organiques, mais aussi dans son environnement familial, professionnel, etc., etc. Tout doit être pris en charge. On doit avoir une vision humaniste du sujet pour avoir réellement un traitement, une prise en charge, une prévention efficace vis-à-vis du handicap psychique. Eh bien, ça fait longtemps finalement qu'à l'UNAFAM, on a compris tout ça. Et pour ce qui est de l'implication de l'UNAFAM dans les activités de recherche, eh bien, un comité de recherche, donc un comité scientifique, a été mis en place. Et en fonction de tout ce que je vous ai dit, évidemment, ce comité est pluridisciplinaire, va depuis les sciences biomédicales basiques, cellulaires, moléculaires, etc., jusqu'aux aspects les plus humanistes avec les sciences humaines et sociales. Et donc, il y a un bureau avec, effectivement, Marie-Jeanne, Richard et moi-même, qui sont la cheville ouvrière de tout ça et qui est fonctionnant au quotidien par rapport à ce comité scientifique, donc avec un bureau qui implique aussi Marie-France Royard et Simon Patrick. Vous voyez qu'il y a Paris, il y a Angoulême, il y a Grenoble, La Rochelle, et c'est la même chose pour les membres du comité scientifique qui sont des psychiatres très impliqués en recherche, et aussi des tenants des sciences humaines et sociales avec des spécialistes des questions juridiques, sociales, etc. etc. Donc toutes les couleurs y sont, depuis le rouge vif jusqu'au bleu vif, et ça veut dire qu'effectivement, on a une vision pluridisciplinaire, humaniste de ce qu'est la maladie psychique. Que fait le comité scientifique à l'UNAFAM ? Eh bien, aujourd'hui, on organise effectivement des réunions. Donc, aujourd'hui, c'est le 23 juin, ce matin. Le 9 décembre, on aura aussi une réunion pour faire le point sur d'autres aspects, et en particulier ce dont j'ai peu parlé, tout ce qui est psychothérapie, où là aussi, il y a des avancées absolument spectaculaires. On attribue des prix de recherche, et ce sera effectivement la conclusion de cette matinée avec la remise donc, aux 2 lauréats en sciences biomédicales et en sciences humaines et sociales. Avec aussi, on est partenaire à part entière, on est plus que partenaire, on est membre à part entière, donc l'UNAFAM, de la Fédération pour la recherche sur le cerveau, la FRC, qui apporte un soutien très significatif aux recherches donc, en neurosciences de manière générale en France. Et à ce titre, on a la possibilité de financer un projet de recherche. Et en l'occurrence, l'appel à projet a été lancé et au mois de septembre, on aura identifié l'équipe qui bénéficiera de cette subvention. Avec, dans l'air du temps, et parce qu'effectivement on attend beaucoup de ce type de recherche, ça va être une recherche ciblée sur les causes des maladies psychiques. Donc l'éthiopathogénie, quels sont les mécanismes qui font qu'à un moment donné, un individu fragile risque de faire la transition vers le handicap psychique. Et puis bien sûr, le comité scientifique a un rôle à jouer en matière de veille scientifique, et grâce à la revue qui est dirigée par Anne-Pierre Noël, donc il a la possibilité de passer des articles de grande actualité et de grand intérêt du point de vue recherche dans la revue de l'UNAFAM. Voilà, pour terminer, effectivement, maintenant je laisse la place aux intervenants. Donc aux 4 intervenants, Frédéric Rouillon, Marie-Julie Krebs, Eric Facra et Marie-Christine Hardet-Baillet, qui sont tous des leaders en matière de recherche sur le cerveau, ma recherche sur la maladie psychique. Et effectivement, je leur suis très reconnaissant d'avoir accepté avec enthousiasme, je dirais, de participer à cette journée et nous éclairer sur l'état des lieux de la recherche. Merci à vous. Merci beaucoup Michel Hamon pour ces paroles extrêmement effectivement enthousiasmantes, positives. On a vu avec vous à quel point le travail sur les symptômes avait été efficace, productif au cours des années passées, des décennies passées. Et maintenant, vous parlez d'intervenir directement sur les causes. Pour parvenir à cela, eh bien, il y a tout un travail
intermédiaires à réaliser, notamment sur les biomarqueurs, notamment sur l'épigénétique. On va y revenir tout à l'heure. Vous avez même évoqué la possibilité de réverser la maladie. C'est ce qui se passe sur certains modèles animaux. Bref, beaucoup de perspectives très engageantes dans ces domaines-là. On va écouter maintenant le professeur Rouillon, qui est professeur de psychiatrie à l'Université Paris-Descartes, chef de pôle à l'hôpital Sainte-Anne. Et avec vous, monsieur, on va parler de la recherche psychiatrique en France et en Europe pour un état des lieux. On va voir les besoins, les perspectives. Et vous ne nous cacherez pas les éventuelles difficultés de ce secteur. Professeur Rouillon, on vous accueille. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, d'abord je voulais remercier Michel Hamon, le conseil scientifique de l'UNAFAM et l'ensemble de l'UNAFAM pour leur invitation. À faire une présentation sur les aspects peut-être plus institutionnels de la recherche en psychiatrie et voir les liens qu'elle peut avoir en France et en Europe, et puis essayer de dégager quelques pistes, notamment en fonction de la roadmap, donc de ce que l'Europe, très à l'ordre du jour aujourd'hui, a décidé de proposer aux psychiatres européens impliqués dans la recherche. Toujours un problème pour les handicapés psychiques que je suis. Voilà. J'ai vu que Michel Hamon avait eu la même référence que moi, Eugène Minskowski. Je trouve que c'est une citation qui est très importante pour rappeler que la recherche en psychiatrie, elle doit être scientifique, que ça ne peut pas être des références, comme ça a été longtemps le cas, purement philosophiques et littéraires, mais que cette nécessité d'une implication scientifique ne veut pas dire que le cerveau, comme l'a fort bien dit Michel, n'est qu'une espèce d'organe un peu statique, comme un foie, un cœur ou un poumon, mais que c'est un organe qui est évidemment en interaction sociale, et donc les sciences humaines et sociales ont évidemment une place considérable dans ce déterminisme. Alors, le point de départ, c'est pourquoi effectivement la recherche en psychiatrie et notre discipline est fondamentale au sein des sciences médicales. Eh bien d'abord parce que le poids sanitaire de la psychiatrie et des maladies mentales est très important. Vous avez là la référence qui a été faite par la grande étude menée par l'école de santé publique d'Harvard dans le monde, avec un financement de la Banque mondiale et une promotion par l'OMS, qui a fait une espèce de classement des maladies en fonction de leur poids sanitaire, donc de leur mortalité. Et on observe que dans le top 10 des maladies les plus coûteuses en vie, en souffrance, mais également en argent, ce sont les maladies mentales, et qu'il y en a 5 parmi les 10 premières, donc c'est évidemment tout à fait considérable. Pour faire ce classement, l'OMS utilise un indicateur qu'on appelle le DALY, qui veut dire Disability Adjusted Life Years, qui signifie simplement le nombre d'années de vie perdues à cause de telle ou telle pathologie. Donc si quelqu'un se suicide à 20 ans alors qu'il avait environ 85-90 années d'espérance de vie, eh bien, il y a 70 années de vie perdue. Si quelqu'un a une maladie très invalidante, prenons l'exemple d'un trouble schizophrénique avec une invalidité à 80% et qu'il vit 40 ans avec 80% de handicap, eh bien, ça fera 30 années de vie perdue. Et donc, si on fait la somme de tous ces DALY, on permet ce classement qui vous est présenté sur le premier item des différentes maladies pour voir celles qui sont les plus coûteuses en morbidité et en mortalité. Et après, on peut faire la comptabilité de tous les DALY de toutes maladies confondues, et on voit que 17% des DALY, toutes maladies confondues, sont le fait de troubles mentaux. On peut donc pratiquement conclure qu'un septième de la médecine, ce sont des troubles mentaux. Alors évidemment, cela veut dire qu'il y a une baisse d'espérance de vie, qu'il y a une invalidité due aux maladies mentales que la CNAM situe en France comme deuxième cause d'arrêt de maladie pour ce qui est des troubles mentaux et première cause d'invalidité, et que le budget alloué à la psychiatrie, le coût au fond des maladies mentales est environ, coût direct, environ 10 milliards d'euros, c'est d'ailleurs à peu près un dixième des dépenses de santé de notre pays.
Alors, tout cela est dû au fait à la fréquence des troubles psychiatriques, puisque en prévalence annuelle, si on fait une espèce de valeur médiane de toutes les études qui ont été menées dans le monde, on tourne autour de 20% sur une année. Et si on se réfère à la prévalence sur la vie, c'est-à-dire aux pathologies qui ont été vécues dans le passé par un sujet ou qui sont actuellement en cours, on est à 30% de la population générale. Ce qui veut dire que, évidemment, les patients sont très importants dans les files actives de soins. En médecine générale, ils représentent environ un tiers des consultations. Ils représentent les comorbidités psychiatriques qu'a évoquées Michel dans son introduction sont également très importantes, puisque un quart des malades hospitalisés dans des services de médecine de chirurgie obstétrique ont également une association de comorbidité psychiatrique. Il y a environ 11 000 décès par suicide et par an, et les troubles mentaux, par le fait du suicide, sont responsables de la première cause de mortalité avant 25 ans. Donc voilà, je crois que vous êtes, de toute façon, vous l'étiez avant de venir, aujourd'hui convaincu que la psychiatrie, c'est évidemment central dans la médecine. Il nous reste maintenant, nous, tous ensemble, à convaincre les gens qui nous gouvernent ou qui nous administrent de comprendre effectivement ces enjeux sanitaires. Alors pour ce qui est de la recherche, puisque c'est la proposition de communication que m'a faite Michel, eh bien, il l'a déjà bien dit, hein, le fait que la recherche en psychiatrie, c'est évidemment une recherche qui s'inspire de différents grands champs de la recherche, que ce soit la physique, la biologie, la psychologie, la pharmacologie, la sociologie, la biostatistique, ce qui rend cette recherche à la fois complexe, mais à la fois très intéressante et très riche, puisque c'est évidemment beaucoup plus intéressant pour quelqu'un qui réfléchit au cerveau humain de voir l'ensemble de ces composantes qui peuvent alimenter sa réflexion de recherche que de se focaliser avec un microscope électronique sur le troisième acide aminé d'une protéine de rat lignée 425B 611. Donc j'ai toujours trouvé que la psychiatrie avait cette richesse, d'abord de situer la recherche clinique avec ses deux pendants, la psychopathologie et la recherche neurologique, au cœur de son investigation, même si les gens qui dirigent l'INSERM actuellement n'ont pas encore bien intégré effectivement que si on n'avait pas ce cœur-là, eh bien la recherche en psychiatrie n'existait pas, et que effectivement pour que ce développement puisse se faire, eh bien il faut se nourrir au travers des différents champs que j'évoquais tout à l'heure, de la neuropsychologie, de la neurobiologie, de la neuroanatomie, de la neurophysiologie, de l'épidémiologie, de la thérapeutique, des différents moyens techniques de faire de l'investigation scientifique pour la psychiatrie. Alors, pour ce qui est des aspects institutionnels, donc on peut dégager des forces et des faiblesses dans la recherche en psychiatrie. Les forces, c'est d'une part le relativement dense tissu de soins psychiatriques qui existe en France, avec probablement une des plus grandes densités de psychiatres au monde, même si par rapport à d'autres pays, les psychologues sont peut-être moins impliqués dans l'institution psychiatrique, enfin en tout cas dans le secteur, qu'ils ne le sont qu'en d'autres pays, et donc avec un renfort de force, notamment aux États-Unis, où un psychologue peut être chef de service en psychiatrie, ce qui n'est pas le cas en France. Donc là, vous avez une assez forte densité de psychiatres, donc un bon réseau de soins, et donc une assez forte implication aussi bien en libéral qu'en service public dans le soin. Et une productivité scientifique qui est assez bonne, finalement, compte tenu des faibles moyens dont nous disposons, ce qui montre une bonne productivité de la recherche scientifique française en psychiatrie, avec, donc, dans l'inventaire qu'avait fait Fondamental en 2009, plus de 2000 articles publiés dans le monde par des psychiatres français ou des équipes de recherche en psychiatrie française, dont presque 2% dans le top 10, dans le top 1%, pardon, dans les 1% des meilleures revues scientifiques. Alors, ce qui nous situe comme 22% du domaine de l'ensemble des neurosciences, puisque la psychiatrie est évidemment insérée dans la recherche neuroscientifique, soit le 8e rang mondial, ce qui n'est pas somme toute si mal, et un petit peu moins bien quand même que les neurosciences en général, qui sont particulièrement performantes en France, comme vous savez, puisque la France se situe au 6e rang pour ce qui est des neurosciences. Alors les faiblesses, c'est le faible nombre d'enseignants et de chercheurs en psychiatrie, puisque là, vraiment, les effectifs sont modestes, 2% de PUPH, 5% de MCUPH, et moins et un tiers, enfin 0,3% pardon, de chefs de clinique assistants pour l'ensemble de la profession hospitalo-universitaire, toutes disciplines médicales confondues. Donc on voit qu'on est assez sous-représenté.
Et puis un sous-financement, alors là, absolument dramatique pour ce qui est de la recherche en psychiatrie en France, avec 23 millions d'euros. Je vous ai donné comme petite référence dessous ce que fait le NIMH aux États-Unis, 4 milliards, auquel il faut ajouter 1,5 milliard de recherche pour l'addictologie. Donc on voit que l'ensemble, c'est à peu près 3 milliards de dollars, donc à peu près 2,5 milliards d'euros par rapport à l'investissement français. Vous voyez que c'est extrêmement modeste. Et donc là, il y a évidemment des progrès à faire. Si on regarde en mettant en rapport le pourcentage de la recherche psychiatrique au sein de la recherche médicale par rapport aux dépenses de santé, par rapport au DALI, vous voyez que la France, qui a j'ai un petit problème avec ça, qui a des DALI à peu près comparables au Royaume-Uni, un petit peu moins bien que les États-Unis, mais enfin un petit peu moins bien, un peu moindre que les États-Unis. Les dépenses de santé sont assez comparables. En revanche, on voit que la proportion des dépenses pour la recherche est infiniment moindre, pratiquement un tiers de moins qu'au Royaume-Uni et à peu près 10% de moins qu'aux États-Unis. Alors, je vais aller assez vite sur les types d'approches, puisque Michel les a largement présentés. Donc, il y a 7 grands types d'approches pour la recherche en psychiatrie. Il y a donc la recherche biologique, comme il a dit, les modèles animaux, la neuropsychologie cognitive, la recherche clinique épidémiologique, l'imagerie, les sciences humaines et sociales et pratiques, sachant que tout, évidemment, peut être mêlé en interaction, en ayant évidemment des modèles translationnels pour aller de la clinique à la recherche plutôt fondamentale et inversement, de manière à faire avancer le champ des connaissances. Alors, si on décline très rapidement ces 7 domaines, le premier, bon, évidemment, la biologie, c'est, pour ce qui est des psychiatres, principalement l'intérêt qui a été porté à la génétique. Alors là, il faut voir la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. C'est vrai qu'après 30 ans d'investissement important dans la recherche génétique en psychiatrie, on a le sentiment que les résultats sont assez modestes, puisqu'on n'a pas encore retrouvé vraiment les modèles explicatifs génétiques, alors même qu'on sait que l'héritabilité est extrêmement importante, même si elle varie selon les pathologies, elle est quand même toujours importante. Évidemment, dans l'autisme, il semble qu'au fond, la part génétique explique à peu près 80 à 90% de la pathologie, mais vous voyez que même si dans d'autres pathologies comme la dépression, c'est un petit peu moins, c'est quand même relativement important. Et donc, on sait qu'il y a une héritabilité forte, mais on a du mal à comprendre et à trouver les bons modèles génétiques pour l'expliquer. Et c'est probablement là les enjeux de cette recherche génétique à l'avenir. Le deuxième des 7 points, c'est les modèles animaux. Alors donc là, il y a plein de modèles qui nous aident. Alors, les plus anciens qui ont été utilisés par nos aînés, c'était l'observation éthologique des modèles comportementaux animaux, enfin des comportements d'animaux, en essayant d'y voir une espèce de transposition possible des pathologies et des troubles du comportement chez les malades mentaux. Donc, vous avez le fameux modèle de la conversion hystérique, hein, avec l'aile pendante de l'albatros, hein, qui simule. Alors, la conversion n'est pas une simulation, mais enfin qui simule une aile cassée pour que le prédateur s'intéresse à lui ou à elle, en l'occurrence, ce sont les femelles, qui éloignent ainsi le prédateur du nid où les enfants sont nichés et qui s'envolent dès que le prédateur, une fois très éloigné du nid où sont les bébés, il s'envole et le prédateur a été éloigné de la nichée. Donc on a trouvé que c'était peut-être un modèle assez illustrant la conversion hystérique. De même, les stéréotypes du grattage, qui avaient été un moment considérés comme un modèle comportemental animal de ce que l'on peut observer dans les névroses obsessionnelles compulsives et donc de compulsion. Alors, plus central et plus récent, évidemment, tout ce qui est la recherche pharmacologique qui utilise des modèles animaux, que ce soit des animaux avec des modèles rendant compte d'une pathologie, des modèles de résignation pour ce qui est de la dépression, etc. Et on essaie de tester des molécules sur ces modèles, ces animaux, avec ces modèles de pathologie, ou aussi évidemment pour la toxicologie des nouveaux médicaments, où on utilise l'animal pour tester la tolérance aux médicaments. Alors, les plus récents encore, toutes les lignées knock-in ou knock-out, ce qui veut dire qu'on modifie génétiquement des animaux en utilisant
les gènes codants pour certaines molécules susceptibles d'être impliquées dans la physiopathologie de telle ou telle maladie, pour essayer de voir si, lorsque l'on modifie effectivement génétiquement ces gènes, on observe des comportements qui peuvent évoquer une pathologie ou des comportements évoquant une pathologie mentale, et puis ensuite d'essayer de travailler avec ces lignées animales, c'est une souris en général ou des rats, pour voir comment on peut corriger ce déficit de comportement avec des interventions thérapeutiques. Et puis évidemment, tout ce qui est le champ des animaux conditionnés, vous savez que spontanément, ni les souris ni les rats ne sont alcooliques ou toxicomanes, mais qu'on peut artificiellement conditionner des animaux pour les rendre dépendants de l'alcool. Et puis à ce moment-là, on a des souris strictement alcooliques qui ont une préférence pour l'alcool. Si on leur propose de l'eau ou de l'alcool, elles boiront de l'alcool, alors qu'un animal naturel n'a évidemment jamais cette tendance spontanément. Et puis ensuite, on essaie de voir comment on peut travailler ces comportements pour les faire disparaître par des interventions thérapeutiques, qu'elles soient médicamenteuses ou qu'elles soient comportementales. Je cite là l'exemple de mon collègue, ami et adjoint et bientôt successeur, le professeur Gorwood, qui a appliqué les modèles dits d'environnement enrichi. L'environnement enrichi, c'est qu'on a montré que des souris alcooliques, si on leur met, je le cite, une cage avec un environnement Club Med, je le cite, c'est lui qui présente les choses comme ça, c'est-à-dire des roues pour s'amuser, enfin des tas de choses pour s'occuper, eh bien, petit à petit, on arrive plus facilement à les déconstitutionner de l'addiction et de la dépendance à l'alcool, alors que si on met ces mêmes souris dans un environnement pauvre, eh bien, elles continuent à boire et à se désespérer. Donc, évidemment, on ne met pas nos malades en cage à Sainte-Anne, comme vous le savez, mais on leur propose, dans l'unité de sevrage de sevrage complexe que Philippe Gorwood a mis en place, des environnements dits enrichis, c'est-à-dire que, grosso modo, du matin au soir, ils sont occupés. Alors, comme Philippe aime beaucoup le sport et la bicyclette, il les fait pédaler pendant des heures et des heures devant des écrans géants qui leur fait traverser des campagnes absolument harmonieuses, etc. Mais on leur fait aussi beaucoup d'autres activités pour ceux qui, comme moi, sont moins sportifs et plus enclins à la lecture ou des activités paisibles. Voilà, donc on essaye de vraiment les occuper toute la journée et on s'est aperçu qu'il y avait effectivement, par cette stratégie-là, une amélioration des modalités de sevrage de ces patients alcooliques. Troisième champ, évidemment, tout ce qui est la recherche clinique, neuropsychologique et d'imagerie, avec, Michel l'a dit, la refondation nosographique perpétuelle, puisqu'on en est à la 5e édition du DSM, alors que ça fait à peu près 40 ans, effectivement, que les éditions se succèdent, mais qu'on peut toujours faire mieux pour essayer de faire évoluer nos modèles nosographiques. La recherche, je n'insiste pas, Michel en a parlé, des phénotypes et des biomarqueurs. La compréhension des phénomènes cognitifs qui est extrêmement importante pour mieux analyser les pathologies mentales, les souffrances et comportements déviants de nos malades mentaux. Et évidemment, les corrélats structurels et fondamentaux tels que Michel les a présentés, je n'insiste pas. Avec la métaphore de la maison, 5 minutes, ce sera probablement le cas. Donc, pour ce qui est de l'épidémiologie, donc là, je vais très vite, puisque Michel en a parlé également. Donc, avec quand même, j'insiste sur le fait qu'on en est maintenant, dans les pays anglo-saxons, à faire de l'evidence-based public health, c'est-à-dire donc de faire de l'évaluation scientifique des stratégies de santé publique, alors qu'en France, comme on a la chance d'avoir l'école normale d'administration, on a des crânes d'œufs qui savent tout sur tout et qui décident des programmes de santé publique sans jamais les évaluer, puisque comme ils ont la science infuse, ils n'ont évidemment pas besoin d'évaluation scientifique pour mesurer l'efficacité des médicaments. Alors, le dernier, 7e point, les nouvelles molécules en psychotropes. Malheureusement, il y en a de moins en moins parce que l'industrie s'est un petit peu désengagée de la recherche psychiatrique et psychopharmacologique. Heureusement, on a d'autres types d'interventions et d'innovations thérapeutiques qui sont apparues avec la stimulation profonde, la TMS, voire d'autres stratégies. Et puis, on a maintenant de grandes études qui testent les stratégies thérapeutiques, donc non pas des essais thérapeutiques, mais des stratégies, notamment de première intention, deuxième intention de traitement, pour voir ce qui est le plus astucieux, le plus habile et le plus efficace pour les patients. Alors, pour finir, puisqu'il me reste 5 minutes, donc la France n'est pas très bien placée par rapport aux autres pays d'Europe en recherche médicale. Vous voyez qu'on est en 17e position sur 33 pays, donc ça c'est l'Europe, non pas l'Europe, l'Europe, mais c'est l'Europe sanitaire, donc 33 pays. Donc on est vraiment en position médiane, voire fin. Avec donc une distribution des publications par nombre d'habitants et puis des rangs, vous voyez, quel que soit le champ de la recherche, qui ne sont pas excellents.
Alors une des explications, bon, elle en vaut une autre, mais c'est que les carrières hospitalo-universitaires et la recherche en psychiatrie n'est pas assez valorisée en France, donc les internes se tournent plutôt vers d'autres disciplines. À titre d'exemple, vous voyez que là, il y a, si on regarde le pourcentage de PUPH de psychiatrie adulte, tout à l'heure j'avais dit l'ensemble, pédopsie, psychiatrie adulte et addicto, mais pour la psychiatrie adulte, on n'est que moins d'1% de tous les PUPH, alors qu'on est quand même 17% de la morbimortalité, alors que la neurologie, qui est quand même pas la discipline où il y a le plus de malades, est quasiment à 5% de nombre de PUPH pour l'ensemble de la discipline, tous CNU confondus. Le nombre d'internes, vous voyez, est encore très faible très faible. Le nombre de PUPH par interne est très faible, 15 internes par PUPH en psychiatrie, 1 en hématologie, 6 en cardio, 4 en neurologie. Donc on voit qu'un interne qui a envie de faire une carrière hospitalo-universitaire, il a 1 pour 1, il a tout intérêt à choisir l'hématologie, à la rigueur la neurologie, mais sûrement pas la psychiatrie. Donc c'est vrai que c'est probablement un problème très important. Problème d'ailleurs qui est tout à fait d'actualité, puisque je l'ai déjà dit à Michel, mais le poste que je vais libérer, puisque je pars très bientôt en retraite, et j'en suis assez heureux, je dois avouer, parce que l'évolution des hôpitaux me désespère un peu. Et donc le poste, le directeur de Sainte-Anne a décidé de l'affecter à la neurologie, alors qu'ils sont déjà 10 à Raymond-Garcin, donc en neurologie, neurochirurgie, neuroradiologie, contre 6 pour les PUPH de psychiatrie. Et donc avec mon départ, ça fera du 11-5. Alors que quand je suis arrivé il y a 15 ans à Sainte-Anne, il y avait à peu près autant de PUPH de psychiatrie que de neurologie. Je rappelle que Raymond-Garcin à Sainte-Anne ne fait qu'un quart de l'activité de soins, la psychiatrie faisant 75, puis Sainte-Anne, c'est quand même plus la psychiatrie que la neurologie. Donc c'est un scandale que je considère comme absolu. D'ailleurs, je me suis fâché vigoureusement avec le directeur de Sainte-Anne, qui a eu la réponse benoîte de me dire « Mais vous, les psychiatres, vous ne rapportez rien, parce que comme vous le savez, nous ne sommes pas en T2A. » Donc pour un directeur, et ça vaut pour Sainte-Anne, pour ce directeur-là, mais pour tous les directeurs, ils sont formés comme les énarques avec les mêmes mentalités archaïques. C'est évidemment la psychiatrie, on n'est pas en T2A, donc on ne rapporte rien. La neurologie, eux, ça rapporte, donc c'est bien évidemment de mettre des PUPH en neurologie parce que ça fait de la T2A, ça fait des recettes, alors que nous on est au forfait, on est obligé global. Comme il l'a rajouté, que vous travaillez ou pas, ça revient au même. Je vous laisse juge. Donc la France attire assez peu de financement européen. Là, vous voyez la part d'FP7 qui a été allouée à la France par rapport aux autres pays européens. Donc on voit qu'il y a quand même là un déficit important pour ce qui est de la reconnaissance. Et comme dernière diapo, je rassure notre animateur, donc comme dernière diapo, voilà la roadmap européenne qui a proposé 6 points pour donner les grands axes des priorités de recherche en santé mentale en Europe. Alors d'abord la prévention des troubles mentaux et la promotion de la santé, notamment ciblage sur les enfants, adolescents et jeunes adultes, avec l'importance du dépistage précoce et des interactions précoces. Et je crois que Marie-Odile Krebs, qui me succède, va évidemment probablement développer cet aspect dont elle est la grande spécialiste française. La recherche sur les mécanismes éthiopathogéniques et neurodéveloppementaux, la création de réseaux de recherche en santé mentale pour favoriser effectivement les collaborations entre équipes qui sont toujours assez fécondes, les recherches sur les nouvelles interventions thérapeutiques qui sont évidemment très importantes, le poids à donner aux associations de patients et de soignants qui doivent évidemment être intégrés dans le processus de recherche, notamment parce que la recherche est un des meilleurs leviers contre la stigmatisation des maladies, on l'a vu pour d'autres champs et d'autres disciplines médicales, et enfin privilégier la qualité des soins par des réformes du système de santé en prenant en compte les contextes socioculturels et les contraintes budgétaires. Alors, pour ce qui est de la conclusion, donc rappelez que la psychiatrie et l'addiction, c'est 1/6 des enjeux de santé publique, que la recherche en psychiatrie française est compétente et productive, mais évidemment perfectible, et notamment il faudrait qu'elle soit un petit peu aidée, aussi bien en effectifs de chercheurs, de professeurs et de budget. Donc on a eu un petit espoir avec l'évolution vers Avisan et l'ITMO Neurosciences d'une évolution, mais pour l'instant les progrès, en tout cas pour ce qui est de la psychiatrie, sont assez timides. Je vous remercie pour votre attention. Bien, je vous avais dit qu'il allait se passer des choses avec vous. Ça a été le cas, effectivement. On peut dire que vous avez mis les pieds dans le plat
concernant cette situation de la recherche en psychiatrie, et notamment avec ce chiffre absolument étonnant, où on voit que la recherche est financée à hauteur de 23 millions d'euros en France, et c'est quasiment 3 milliards de dollars aux États-Unis, donc ça fait 2,5 millions d'euros, donc grosso modo 100 fois plus finalement. On a peut-être le temps de prendre une ou deux questions pour le professeur Rouillon, intervention, commentaire, avis. Michel Hamon. Bon, merci. Merci Frédéric. Il a vraiment présenté une situation très objective de l'état des lieux en matière de soutien à la recherche en psychiatrie, mais il y a quand même une prise de conscience, j'ai l'impression, avec d'une part la Fondation pour la recherche médicale, qui, comme tu le sais, a débloqué 4 millions d'euros l'année dernière pour subventionner 15 équipes, parmi les meilleures évidemment en France. Et puis il y a cette année aussi la Fondation de France qui a aussi débloqué des fonds de plusieurs millions d'euros pour aussi un soutien dirigé vers la recherche en psychiatrie et, comme tu l'as souligné, avec aussi une ouverture sur les modèles animaux et montrer que finalement c'était le dialogue entre le monde préclinique et clinique qui vraisemblablement allait permettre d'avancer dans la connaissance et par conséquent la meilleure prise en charge des thérapies. Donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, moi j'ai l'impression aujourd'hui, pour qu'il se passe des choses pour soutenir réellement la recherche en psychiatrie. Mais localement c'est vrai qu'à Sainte-Anne, on peut regarder ce qui se passe. Alors, Madame Krebs. Merci d'avoir attiré l'attention sur la condition locale de Sainte-Anne. Non, il y a un chiffre quand même qu'on ne peut pas taire. Nous avons une agence nationale de la recherche qui distribue des moyens pour de la recherche biomédicale. Certes, tous les moyens de la recherche ont été diminués pour toutes les spécialités. L'an passé, 2% seulement des projets ont été financés. 2% dans une sorte de projets qui étaient intitulés psychiatrie. Je dois dire que dans la liste, je ne les ai pas forcément reconnus. En d'autres termes, les vrais projets de psychiatrie, psychopathologie et recherche de mécanismes n'ont pas été financés, ou en tout cas à hauteur de 2%. Donc si on veut décourager toutes les spécialités médicales, tous les chercheurs de se rapprocher de la psychiatrie, y compris d'ailleurs des projets qui étaient des projets chez l'animal, il n'y a pas pire chiffre à avoir. Il y a une vraie condition. Enfin, vous avez un pouvoir de lobbying pour aider ça. C'est absolument scandaleux. Oui, alors je pense qu'il y a des petits mieux, heureusement, et puisque j'arrive en fin de carrière, après 40 ans, je trouve que les choses ont un peu évolué, mais quand on voit les progrès qui ont été faits dans d'autres champs des pathologies médicales, dans d'autres, alors avec des lobbies probablement mieux organisés que ne le sont ceux des psychiatres, qui ont permis de faire vraiment de drainer la recherche au sida, qui a quand même mobilisé des ressources considérables. Bon, évidemment, je m'en réjouis pour l'ensemble des patients qui sont atteints de cette pathologie, mais on a le sentiment que la psychiatrie est toujours un petit peu l'oublié des distributions de moyens, avec probablement en plus une espèce de discours un peu des gens qui nous gouvernent. Oui, c'est une priorité. Enfin, on a l'impression qu'on nous paye de mots, et puis que quand il s'agit d'arriver aux choses concrètes, on n'est plus présent derrière le guichet ou tout au bout de la queue, et donc évidemment, c'est un petit peu décevant. J'ai une question ici. Allez-y, oui. Monsieur. Oui, on a vu que la recherche aux États-Unis, en Angleterre, aux Pays-Bas est infiniment plus développée qu'en France, mais j'imagine que cette recherche va aussi bénéficier à la France. Chaque pays ne recherche pas que pour lui. Les sociétés de pharmacie sont des multinationales. Oui. Est-ce que c'est complètement vrai ou pas? C'est complètement vrai. Nous n'avons pas de raison de penser qu'un patient souffrant de troubles schizophréniques aux Pays-Bas est très différent voilà. En revanche, ce qui peut desservir notre pays, c'est que quand une carrière hospitalo-universitaire ou de recherche est relativement bouchée, on l'a vu avec les ratios entre nombre d'internes et professeurs d'université, eh bien, ça ne crée pas une dynamique derrière pour ce qui est du soin, pour ce qui est de l'implication des meilleurs des sorties d'école de médecine vers cette discipline. Donc, bien sûr, la recherche, heureusement, bénéficie mondialement à tout le monde. Et ce n'est pas que la recherche française qui est importante. Mais d'une part, c'est toujours un peu triste quand on est français de se dire que
Bon, on est un peu au banc des nations pour ce qui est de la discipline qu'on a choisie et qu'on a aimée, mais c'est vrai que vous avez raison. Je crois que heureusement, il y a d'autres pays qui se donnent du mal à notre place. Alors, une dernière intervention de Madame. Merci beaucoup. Juste une question pour voir comment, dans ces efforts vraiment remarquables, merci, c'est très encourageant, et ça fait plaisir de voir tout ce qui se passe, vous pouvez prendre en compte ce qu'on pourrait appeler le savoir, la compétence des familles, des proches. Et ma réaction vient un petit peu de l'affaire des souris auxquelles on propose une activité et ça leur fait du bien par rapport à leur addiction. On a un peu l'impression, nous les familles, que oui, ça nous paraît assez clair comme intuition de départ. Et on a comme ça un certain nombre d'intuitions de départ qu'on aurait aimé, effectivement, auxquelles on aimerait que la recherche s'intéresse et qu'elle teste peut-être en grandeur réelle et directement sur des humains les résultats obtenus. Par exemple, quand on propose à des toxicomanes d'améliorer l'intensité de leurs activités, enfin se mettre à une activité, les résultats qu'on obtient, nous les proches, on voit bien que ça marche, quoi. Alors, ça a été fait. On a évidemment évalué l'intérêt des stratégies thérapeutiques avec environnement dit enrichi pour les toxicomanes, pour les alcooliques en sevrage. Mais bien avant cela, on avait remarqué depuis la création du secteur que des patients souffrant de troubles schizophréniques qui étaient occupés, intégrés dans des activités dites sociothérapeutiques, qui n'étaient pas laissés un petit peu abandonnés à eux-mêmes dans un coin de chambre d'hôpital, avaient évidemment un pronostic infiniment meilleur. Le problème, c'est que c'est très mobilisateur de ressources, parce que si vous êtes obligé d'occuper quelqu'un toute la journée, ça veut dire du temps soignant de manière très importante, et que malheureusement, tous les services et toutes les unités de soins ne bénéficient pas de ce temps soignant indispensable.